Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Isabelle Bouzat. Bonjour oui. Isabelle. Bonjour. Dans une chocolaterie. Alors ça c'est pas commun déjà, dans une émission Néo Bien-être où on parle chocolat et d'autant plus chocolaterie. Pourquoi chocolaterie? Parce que Isabelle a une approche bien particulière et on va la voir ensemble. Alors déjà Isabelle, vous n'êtes pas chocolatière à la base? Non, je suis sténodactylo. Vous êtes sténodactylo. Et j'ai fait plusieurs métiers différents. Voilà. Et puis, j'ai monté 2 sociétés qui avaient attrait à la pâtisserie. Et ensuite, j'ai développé des allergies, de l'eczéma, de l'asthme. Et à la fin, il faut que j'arrête et il faut que je change mon fusil d'épaule. Et après beaucoup de recherches, j'ai appris que j'étais allergique à la vanille. Et bon, quand j'ai su ça, ça m'a fait un peu mal. Et je me suis dit, quand même, faut que je trouve une solution. J'avais pas envie de m'arrêter comme ça, donc je me suis dit, tiens, si je montais une association qui permettrait à différentes personnes de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, manger du chocolat sans vanille, ou quelqu'un qui est diabétique de pouvoir manger du chocolat adapté pour lui. Donc le sucre est remplacé par du maltitol, les fourrages sont diététiques, qui correspondent à leur prescription médicale, parce que je peux faire aussi des chocolats adaptés que pour une seule personne seulement, selon aussi ses intolérances ou ses allergies. Et voilà, donc maintenant, moi j'ai démarré mon association en 2003. J'ai eu des personnes qui sont venues de temps en temps m'aider parce qu'ils étaient intéressés. Il y en a qui sont venus faire des ateliers chocolat. Et toujours dans la thématique justement de la santé. J'ai eu aussi une jeune fille qui avait des gros problèmes au niveau de l'alimentation et qui faisait des études à l'université et qui était intéressée par ce que je faisais. Mais les études ne correspondaient pas à l'alimentation. Et un beau jour, en venant m'aider, il me dit, tiens, je devais faire passer ma licence, je devais aller en Bretagne, mais j'ai décidé de faire de la pâtisserie. Vous avez converti voilà, une future chocolatière. Voilà, donc à 18 ans, bien entendu, c'était très dur de trouver un stage, un employeur qui veuille l'embaucher en tant que stagiaire, en tant qu'apprenti. C'était très dur. Elle avait bien trouvé l'école, mais le stage était difficile. Donc pendant 6 mois, elle a cherché. Et pendant tout ce temps-là, elle a travaillé avec moi à faire les chocolats. Et donc, elle a trouvé son stage. Et donc, l'école, bien entendu. Et donc, elle a fait de la pâtisserie, tout ça. Quand je lui ai dit, écoute, ce que tu as appris avec moi, tu ne pourras pas forcément l'appliquer parce que tu vas devoir suivre le cursus normal. Mais bon, plus tard, pourquoi pas, si tu as envie, applique-le. Et voilà, donc maintenant, elle est employée dans une entreprise de boulangerie, à mon avis, elle doit faire aussi du chocolat, sur l'île, chez Mère. Voilà. Donc, là, c'est déjà l'approche complémentaire. Moi, je suis là surtout pour vous, Isabelle, pour cette démarche qui a été la genèse de ce métier de chocolatière aujourd'hui. C'est-à-dire toutes ces intolérances, ces allergies que vous avez contractées au fur et à mesure. Vous parliez tout à l'heure de la vanille, de la vanilline. Oui. Mais il n'y a pas que ça dans votre quotidien. Et c'est aussi toute une approche au niveau du chocolat qui vous a fait développer l'association Mieux Vivre par la gastronomie. Oui. En collaboration, voilà, avec d'autres gourmands et d'autres artisans aussi dans l'alimentaire. Bien sûr. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est rappeler, et c'est la présence de la vidéo est là pour ça, c'est le chocolat, il est souvent diabolisé dans notre culture parce que c'est un mets de fête, déjà à la base. Ensuite, c'est souvent un mets cher quand on cherche un chocolat de qualité. Très cher, en effet, oui. Et
encore une fois, dans la grosse majorité de notre consommation de chocolat, c'est souvent du chocolat industriel, la fameuse boîte de chocolat que l'on va acheter à Noël. Et on oublie que derrière ces chocolats, il y a des risques d'intolérance, il y a des risques d'allergie, et il y a aussi les personnes qui surveillent leur poids, il y a aussi les personnes diabétiques, hein, ça on va en parler aussi peut-être plus tard. C'est vraiment toute cette démarche, c'est rappeler qu'on peut manger un chocolat, on peut manger du chocolat, et ce n'est pas pour autant que on va avoir des problèmes de santé ou même des problèmes de poids, parce que ça va être la première image, hein, ça va être le chocolat fait grossir. Déjà, est-ce que le chocolat fait grossir? Pour moi, non. Pour moi non plus. Non, parce qu'en plus, s'il est travaillé le plus diététiquement possible, il n'y a pas de souci. Le chocolat, c'est très riche en minéraux et en antioxydants. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'est pas obligé de mettre du sucre ou de rajouter. Il y a toujours des possibilités de mettre des fruits secs dedans, qui sont aussi très riches, comme les amandes, par exemple. Vous avez aussi la noisette, vous avez la pistache, vous avez même la noix de cajou. Tout ce qui est oléagineux peut être intégré dans un chocolat, bien entendu, en faisant attention à ceux qui ne sont pas allergiques aux arachides ou autres. À ce moment-là, on fait attention. Et ce chocolat-là, justement, là, on va faire un chocolat que tout le monde pourra manger, parce que là, il n'y aura que lui. Il n'y aura pas que de du chocolat. Du chocolat à base de chocolat. Après, il y a aussi le cacao qui est très riche en minéraux. On n'a pas toujours besoin aussi de manger que du chocolat. Avec le cacao, s'il est de très bonne qualité, il se suffit à lui-même. Il est très 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 bon aussi. Bien entendu, il faut prendre un chocolat. Moi, ce que je recommande, c'est un chocolat cru, genre Criollo, et pur en même temps, parce qu'il n'a pas été torréfié. Il est super. Donc en fait, il a gardé toutes ses propriétés. Un chocolat qui a été un cacao qui a été torréfié, s'il a chauffé trop fort, il va perdre une partie des qualités. Donc en fait, moi, le cacao, ça vaut un café. Voilà, c'est mon petit déjeuner du matin. C'est aussi rappeler le côté médicinal de la fève de cacao, utilisée par les Mayas, entre autres, mais pas que. Et nous, aujourd'hui, on utilise le chocolat, le cacao, peut-être en excès ou peut-être sans grande connaissance du produit. Alors justement, à propos de Mayas, je pourrais revenir que les Mayas ne sont pas les premiers à utiliser le cacao. Avant eux, il y avait les Olmecs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un tigre dans le sabre dans mon terrain, parce que, pourquoi il est là? C'est justement parce qu'avant, les Olmecs, ils chassaient des félins, ils échangeaient leur cacao, les peaux de félins et le cacao contre des objets ou de la soie ou des tissus qu'ils n'avaient pas chez eux pour leur vie de tous les jours. Donc c'était une monnaie d'échange. Voilà, c'était précieux. C'était précieux, c'était l'équivalent de l'or, on va dire. C'était une monnaie d'échange. Et je vais vous dire une chose, il m'arrive de temps en temps, quand je faisais un salon, à la place de payer quelque chose que je me donnais envie, moi je dis je lui offrais une boîte de chocolat et en échange, voilà. C'était une monnaie d'échange. Ça, c'est aussi très important à remettre un petit peu en avant. On est dans une société d'hyper-consommation et c'est aussi dans votre approche en tant qu'humaine, c'est cette approche de pouvoir être dans le partage, dans cet échange, aussi avec d'autres actions qui paraîtraient plus compliquées. Oui. Et toujours pareil, face aux intolérances, donc là vous préparez un chocolat à base de chocolat, donc basique de chez Basique dans ce que vous nous dites. Alors c'est un chocolat à 70% cacao qui vient du Pérou, qui ne contient pas de vanille et qui est pur. Donc toute personne peut le manger. Et donc très peu sucré quand même, mais il est très goûteux, il a un très bon parfum. Et c'est vraiment un cacao qui est très très prisé par les personnes qui ont des intolérances ou même des allergies à la vanille. Voilà.
Et justement, là, pour le coup, là, vous êtes directement concerné parce que vous avez constaté à un moment donné de votre vie une intolérance à la vanille. Eh oui, eh oui. Alors moi, j'ai été, quand j'ai démarré mon association, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et donc, quand j'ai eu le plaisir de le manger, ça faisait plus de 10 ans, je dirais même une bonne quinzaine d'années que je n'avais pas mangé de chocolat. Et franchement, et à propos de ce chocolat, beaucoup de personnes qui disent ouais, j'aime pas le chocolat, mais qu'on travaille avec la première fois le goûtent, mais ils sont étonnés, ils disent bah, je l'adore. J'ai eu une kiné quand je me suis installée ici dans le Lot, à qui j'avais offert une boîte de chocolat, parce que généralement à mon anniversaire j'offre toujours une boîte de chocolat à la personne, que ce soit un kiné ou quelqu'un d'autre. Eh bien, elle m'avait dit, j'aimais pas le chocolat, je supporte pas, je sais pas, et du coup je suis rentrée dans une chocolaterie et puis j'ai dû ressortir, elle a eu des problèmes. Et depuis ce moment-là, pas moyen de lui faire manger un chocolat. Donc elle m'avait remercié comme ça, elle m'a dit quand même j'ouvrir la boîte. Et puis, qu'est-ce qu'elle a ressenti au début? C'était le parfum. Mais ce parfum lui a donné envie de le goûter. Et on a mangé un, elle dit mais il est excellent, j'aime ce chocolat. Et ça, c'était vraiment, voilà, c'est une grande surprise pour elle. Et depuis, bon, bah, de temps en temps, elle m'en demande, voilà. C'est la gourmandise qui va faire son entrée en continuité de la dégustation, parce que le chocolat se déguste aussi. Bien sûr. Ah oui, surtout ça. Bon, on n'a pas besoin d'en manger 36, en une bouchée, on est tranquille pour facilement 1 heure. On l'a en bouche très longtemps. Il n'y a pas besoin. Quand je faisais un salon du chocolat, une personne qui goûtait, je dis écoutez, bah, goûtez-le. Je vous assure qu'avant d'arriver à la fin du salon, quand vous sortirez, vous aurez encore le goût en bouche. Et du coup, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est revenue me voir. Elle dit bah oui, vous avez raison, le chocolat est excellent. Et du coup, elle m'a acheté une boîte. Voilà. Comme quoi. Et donc le premier produit finalement dans votre approche de chocolat différent, parce qu'on va dire ça comme ça, oui. C'est plus du chocolat classique industriel, c'est vraiment du chocolat différent parce qu'en plus d'être artisanal, bon, comme beaucoup d'autres artisans chocolatiers bien sûr, il est spécifique aux intolérances et il y a la gamme diabétique. Oui. Alors est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette gamme diabétique qui a été un petit peu au départ de... Qui était, de oui. tout, ouais. Alors c'était le départ justement de l'association, c'était que j'ai démarré par le chocolat pour diabétique. N'étant pas diabétique moi-même, c'était pas vraiment le but, mais j'ai de la famille, donc ma maman qui est diabétique, et puis une personne m'avait dit, est-ce que ça existe le chocolat pour diabétique? Je dis écoutez, je sais que ça existe, je connais pas le goût qu'il a, je ne sais pas exactement. Donc on a monté l'association ensemble. Tout bêtement, elle était intéressée. Donc on a investi chez mon fournisseur, on a acheté une plaque de 5 kg de chocolat brut sans sucre. Donc c'était du chocolat au lait. Bon, le plus dur, c'était de s'y mettre, hein, parce que chocolat au lait, il y avait longtemps, moi j'avais un peu fait des balbutiements dans le chocolat, j'avais pas le métier, je connaissais pas tout, j'avais bien appris quelques petites choses avec un pâtissier qui pouvait plus faire de la pâtisserie mais qui connaissait un peu le chocolat, mais bon, après j'avais laissé tomber et puis donc je vais revenir là-dessus. Bon, on a réussi à travailler ce chocolat au lait. Et c'est avéré que quand elle l'a goûté, et que moi je l'ai goûté, parce qu'à ce moment-là, le chocolat au lait, je pouvais le manger tranquille, eh bien, j'ai trouvé délicieux. Et elle aussi. Et un super avantage là-dedans, étant donné que le sucre n'y est pas vraiment dedans, parce que le sucre en lui-même est remplacé par du maltitol, eh bien, on n'a pas cette impression de quelque chose qui gratte à la gorge, et ça glisse tout seul. On ne le sent pas. Et en plus de ça, il n'est pas addictif, parce que bon, on en a un, on est content, c'est tout. Un, c'est bon. Et pas besoin d'en manger 36. Donc, pour un diabétique, c'est parfait. Alors, on va revenir. Qu'est-ce que c'est le maltitol? Alors, le maltitol, c'est un sucre de malt qui a été hydrogénéisé. Mon fils serait là, il vous donnerait toutes les infos, parce que lui, il a fait de la chimie, donc il connaît plein, mais bon, je restais plutôt simple. L'avantage, c'est qu'il ne fait pas monter la glycémie dans le sang.
il est évacué par les intestins. Du coup, comme la molécule, elle n'y rentre pas, eh bien ça permet à quelqu'un qui est diabétique de pouvoir en manger. Il a légèrement le goût sucré, mais il n'est pas addictif. Et ce produit-là, on peut le mettre dans de la glace, dans de la pâtisserie, comme par exemple un gâteau, ou alors une crème dessert, même des confitures. Et bon, c'est malheureux, mais ce produit, on ne le trouve pas partout. Et actuellement, il n'y a que chez mon fournisseur où on peut le trouver. Encore par carton de 5 kg. Et à ce moment-là, je le dispatche par 500 grammes ou par kilo, selon la personne qui en a besoin. Voilà. Donc c'est le seul moment où on peut trouver du maltitol. Autrement, après, c'est par tonnes qui se vend. Donc voilà. Et le chocolat pour diabétiques, quand vous le concevez, quand vous le créez, est-ce que c'est parce qu'il y a des commandes spécifiques ou déjà vous en avez un petit peu en stock en cas de commande voilà. J'ai toujours du chocolat pour diabétiques en stock. C'est d'ailleurs les plus grosses ventes. Avec ma petite chocolaterie, je suis à peu près à 160 kilos de chocolat diabétique par an. Après, j'ai le chocolat bio qui arrive avec une quarantaine de kilos. Bio sans vanille, bien entendu. Ensuite, j'ai aussi un chocolat vegan. Vegan, pourquoi? Parce que bon, c'est pas parce que c'est la mode, parce que le lait, qu'on met dans du chocolat au lait, c'est du lait de vache. Mais d'autres sont intolérants au lait. Donc là, j'ai trouvé une possibilité de stopper ça, et c'est du lait de souchet. Donc c'est une plante qui a un léger goût d'amande et c'est une plante invasive en fait. Et cette plante est utilisée en Espagne et on en fait un sirop d'orgeat avec. Voilà. Donc en plus l'avantage de cette plante c'est qu'elle n'est pas sucrée. Donc en fait on peut la marier avec plein de choses et elle reste un peu neutre. Donc voilà. C'est pour ça que je le prends. Et bon, les gens qui le testent, qui le mangent, elles sont contents. Et un autre avantage, c'est que moi je peux le manger parce qu'il n'y a pas de vanille dedans. Donc je peux aussi me faire plaisir. Voilà. En plus de la vanilline, vous avez d'autres intolérances alimentaires qui vous ont permis de développer d'autres gammes de chocolat. Voilà, donc forcément vegan. Et les intolérances au lait, je ne suis pas la seule. J'ai ma fille qui a aussi des intolérances au lait. Donc quand je lui ai fait goûter ce chocolat, elle dit « Waouh maman, c'est super, c'est mon chocolat préféré, je peux enfin en manger ». Et quand je vais la voir, je lui ramène une boîte. Voilà. Donc l'intolérance, je crois savoir que vous êtes également intolérante à l'orange. Alors oui, parce que ça fait partie des allergies croisées à la vanille. Donc tout ce qui est agrumes, tout ce qui est épices comme le clou de girofle, la muscade, le curcuma, il y a le curry aussi derrière. Après il y a certaines intolérances aussi qui rentrent en ligne de compte. Vous avez l'ail, l'oignon qui sont pour moi assez difficiles à utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a la pomme, un fruit que je peux même plus manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a plein, il y en a une bonne cinquantaine. Donc j'ai la liste sous les yeux. La liste est longue, très longue. Il y a le miel aussi dans les allergies. D'accord. Alors le miel, tous les miels ou il y a tous quand les même miels, des miels que... tous les miels. Une fois ma fille, on avait fait un atelier, non, on avait été à une chasse à l'œuf et il y avait un exposant de miel. Et donc ma fille est très ouverte avec les gens, donc elle parle beaucoup avec, et on lui a offert des alvéoles de la ruche. Elle l'avait gardé dans sa chambre. Puis un beau jour, je sais pas pourquoi, il l'a descendu, puis on l'a mis sur le frigo. Et moi, j'ai pas fait trop attention, puis j'ai commencé à avoir les yeux qui pleuraient, qui piquaient, vraiment pas bien du tout. Après, je levais les yeux, je dis oui, c'est ça. Je dis croyez pas trop au miel, mais voilà, c'est ça. Une fois, j'ai eu un eczéma, et mon mari avait lu comme ça que le miel c'était un cicatrisant. Ouais, au niveau des yeux. J'avais une coupure au niveau des yeux. Et j'en ai mis. Et quel malheur j'ai eu de le mettre. Et parce qu'il était bien gonflé l'œuf. Là, il était bien gonflé.
J'ai presque fait 10 œufs, mais bon, c'était pas mal. Voilà, donc les allergies, ça peut donner pas mal de choses. Ça peut donner de l'asthme, de l'eczéma, un œdème de coin, qu'on ne sait jamais sur quel pied on va danser. Oui, c'est ça, parce que quand on pense allergie, souvent on a un regard très limité sur l'allergie visible ou l'allergie au pollen, où on va penser les inflammations des voies respiratoires ou lacrymales. Et en fait, oui, c'est le panel des symptômes, il est varié. Il peut partir de l'inflammation structurelle, organique, à l'apparition cutanée, une irritation, un eczéma, ou voire même des fois pire. Oui. Ouais, les allergies, ça peut créer des problèmes articulaires. Donc moi, j'ai toujours eu des problèmes articulaires. Est-ce que, à force d'avoir été enflammé par toutes ces allergies, ça a pu créer ça? C'est possible, mais on n'a pas d'études là-dessus pour le certifier. Donc, bien entendu, ça m'a un peu, affaibli. Mais bon, j'aime ce que je fais et ça me donne de l'énergie. Oui, et c'est ça qui est important derrière tout ça, c'est-à-dire que de cette fragilité qui s'est déclarée au fur et à mesure des années, vous en avez fait une force dans la créativité aussi, ça c'est important, parce que vous êtes créatrice de vos chocolats. On trouve très peu de panels aussi diversifiés pour les personnes, parce que vous avez expérimenté, malheureusement, ces intolérances et ces allergies. Bah oui, il a bien fallu que je me suis adaptée. J'ai fait, c'est vrai, un virage à 180 degrés, du chocolat sucré, d'un gâteau sucré, et je suis arrivée à ne plus faire tout ça. Voilà. Donc pour moi actuellement, c'est vrai que les gâteaux, c'est même pas possible pour moi d'en faire parce que c'est intolérance au blanc d'œuf, il y en a beaucoup où on met des œufs entiers et tout ça, donc c'est pas vraiment évident. Et est-ce que l'origine du produit a une incidence? Oui. Alors les intolérances, quand j'étais dans le Nord, je pouvais pas trop manger trop de bœuf, tout ça. Je devais vraiment faire attention au fait que, au point que je pouvais plus manger ni de fromage, ni tout ce qui est viande carnée, tout ça. Mais quand je suis arrivée dans le Lot, j'ai essayé. Je dis je vais essayer. J'ai essayé le bœuf, ça marche, pas de problème. J'ai essayé le mouton, ça marche, parce que on voit que les animaux, ils mangent l'herbe des prairies, et ils sont bien nourris. Après, la seule chose qui rentre pas en ligne de compte pour moi, c'est le cochon. Alors le cochon, c'est sûr, c'est hors de question, sauf le cochon noir, à queue noire. C'est le seul où je peux le manger sans problème. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Je crois qu'il y a la race et puis ce qu'ils mangent. Parce que ici, à Montgesty, il y a un éleveur de cochons noirs, il broute l'herbe, il se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la nature. C'est aussi rappeler que bon nombre de nos intolérances sont une incidence peut-être à une alimentation peut-être un petit peu, tout en étant poli, à une alimentation transformée. Il y a une grande chance. Pour moi, beaucoup d'intolérances de personnes, à mon avis, sont dues à tout ça. Parce qu'il n'y en avait pas autant. Il n'y avait pas autant de personnes qui étaient allergiques. Parce que moi, je suis allergique dans la vanille à mes 30 ans, on va dire. Donc à partir de 30 ans, ça s'est vraiment déclenché développé par des grosses crises d'asthme. Je me demandais ce qui m'est arrivé, vraiment très dangereuse, au point que j'ai failli mourir au moins 2 fois. Heureusement que ma fille, elle prenait de la cortisone pour un problème de santé, qui m'a vraiment, je peux dire, elle m'a sauvé la vie. Et puis après, ça s'est calmé, puis ça s'est revenu en force, c'est comme ça, un eczéma impossible à contrôler, c'était devenu très envahissant, on ne pouvait plus m'habiller, mettre n'importe quoi, c'était devenu très dur. Oui, ça devient vraiment contraignant à un moment donné. Voilà, donc... Vous parliez pâtisserie, je crois savoir que c'est dans vos premiers amours culinaires. Oui, peut-être que ça date du fait que ma grand-mère faisait beaucoup de pâtisserie. Et puis j'avais chez ma maman, elle avait une boîte de vanille. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où ça venait, parce que quand j'ai commencé à faire de la pâtisserie, j'ai vu chez mon fournisseur le même type de boîte. J'ai dit tiens, c'est bizarre. J'ai jamais su vraiment d'où ça venait. Enfin bref. Il
La pâtisserie, je l'ai commencé avec la gourmandise de Johan, c'est le gâteau de mon fils, que j'ai créé exprès pour lui parce qu'il ne voulait pas manger de gâteau. Il n'était pas intéressé. Tout ce qui l'intéressait, c'était n'importe quel type de pain. Et comme il allait à l'école, il fallait bien que je fasse quelque chose, et donc il fallait ramener un goûter au moins une fois par mois. Et puis j'ai créé ce gâteau, la gourmandise de Johan, et j'ai mis pas mal de temps pour le faire. Et finalement, il a plu. Et l'école, il en a profité. Donc ça a été ma première entreprise, c'était la gourmandise de Johan. Donc j'ai vendu le gâteau de mon fils sous différentes formes. Formes de tarte, différents parfums, tout ça. Bon, et c'est vrai, il était sucré, il y avait de la vanille et tout ça. Puis après, forcément, j'ai dû arrêter. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas d'intolérance ou d'allergie déclarée? Non. Non, quand j'ai fait ça, non. Il n'y avait rien de tout ça. Tout passé. C'est plus tard. C'est plus tard, quand ils sont arrivés en primaire, mes enfants étaient en primaire, et c'est là que j'ai commencé à avoir des gros soucis, des eczémas au niveau du cou. En plein hiver, il fallait que ça reste ouvert, je ne pouvais pas garder quelque chose sur moi, j'en avais plein les lèvres, j'en avais plein les yeux, c'était devenu impossible, je me grattais au sang. Vraiment, c'était impossible à supporter. Voilà. C'est pour ça qu'après... Et le métier de chocolatier, finalement, comment vous y êtes venu? Parce qu'on l'a vu au début, vous n'étiez pas chocolatière à la base, vous avez une autre activité. Oui. Et puis un jour, voilà, vous vous lancez dans un métier qui n'est pas facile non plus. Non. Parce que ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion dans la créativité. Oui. Aussi. Donc, comment vous y êtes venu? Comme je vous avais dit, au début, j'ai connu quelqu'un qui avait une association, il faisait des événements carnavalesques, et il était pâtissier, il travaillait dans une boulangerie-pâtisserie, il est devenu allergique à la farine. Du coup, il a dû arrêter. Mais il avait quelques notions de chocolatier. Donc, il m'a appris un peu le b.a.-ba. Mais le problème, après, moi, j'ai pas continué. Et donc, pour devenir chocolatier, j'avais quand même trouvé un fournisseur, parce que je l'avais trouvé au moment où j'ai créé les gourmandises de Johan. Donc, j'ai toujours gardé ce fournisseur, et ça fait maintenant, on va dire, une quarantaine d'années que je le connais, et qu'on travaille toujours ensemble. Et donc, comment je disais, comment je suis devenue chocolatière? J'ai bien galéré. J'ai bien galéré parce que je n'ai pas été à l'école. J'avais bien le chocolat, j'avais quelques explications, mais c'était pas pour moi suffisant. Des chocolatiers, ils ont une méthode bien à eux de marbrer le chocolat. Moi, je me suis inventé ma méthode parce qu'à force d'essayer plusieurs méthodes, je trouvais que ça n'allait pas. Donc, j'ai inventé ma propre méthode. Et pour faire le moulage, je n'emploie pas de machine avec des becs où on remplit le moule. Non, j'ai fait ça au pinceau. Et puis j'attends, je regarde. Bien entendu, j'ai dû faire attention à l'espace qui m'entourait, c'est-à-dire il fallait faire attention qu'il ne faisait pas trop froid, ni trop chaud, ni trop humide, c'était une galère. Je faisais ça dans ma véranda, donc bien entendu c'était pas climatisé. S'il faisait trop chaud, il fallait que j'ouvre les portes, alors que j'avais un ventilateur à côté. S'il faisait trop froid, je me chauffais avec un petit radiateur, et encore. Des fois, je devais ouvrir la porte-fenêtre de salle à manger pour avoir la chaleur de la pièce, pour avoir un peu plus chaud. Et l'hiver, je mettais des bougies pour avoir un peu plus de chaleur. C'était pas top. Voilà, donc voilà, mais j'ai quand même réussi. Et à ce moment-là, je travaillais pour une entreprise. Donc cette entreprise, je devais lui faire 150 kg de chocolat. Alors 150 sur 2 mois. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. 150 kilos. Voilà, 150 kg de noix de lait, c'était un chocolat tout à fait normal. Après, voilà. Et j'aurais été dans le mur si mon fils ne m'avait pas fait un tableau Excel avec autant de moules, ça fait autant, et voilà. Et heureusement qu'il était là pour ça, parce que je me suis carrément plantée. Et on a travaillé jusqu'à ce que j'arrive ici dans le Lot, avec cette entreprise. Et puis après, j'ai arrêté, parce que mon mari m'a dit, tu arrêtes parce que tu es vraiment crevé, la marge, j'en ai marre de te voir comme ça, péter des crises de nerfs parce que j'y arrivais pas, ou voilà, c'était très 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 dur, très fatigant. Mais bon, j'avais des bons patriciens qui pouvaient me remettre en état quand j'avais besoin. Alors, on rappelle que des fois c'est important d'être bien entouré de spécialistes. Voilà.
Donc voilà, bon maintenant je suis équipée, donc un petit peu à la fois j'ai investi dans une sonde parce que les thermomètres j'en ai cassé à l'appel. Heureusement mon mari travaillait dans une entreprise qui avait travaillé avec des laboratoires, donc ils vendaient des machines de labo, donc des thermomètres ils en avaient beaucoup, mais à la fin il n'y en a plus. Donc j'ai acheté, il m'a dit je vais t'acheter une sonde, et voilà cette sonde là qui est géniale, qui me permet de voir la température affichée, parce que le chocolat ça se travaille à 1/10 de température. Ici là, donc là ça affiche 28,5, c'est ça? Ouais, donc le chocolat noir c'est pas possible de travailler avec cette température là. Il faut que je le monte à 32. Alors là, c'est ça le gros souci du chocolat, c'est la température. Et aussi température extérieure. Donc là on est à 18 degrés dans la pièce. Je vais monter la température à 32. On a toujours besoin d'avoir un peu d'eau froide avec nous pour refroidir. Alors là, il est à 34. Je vais essayer de le descendre. Ça marchera pas. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est toujours la température. C'est là où on apprend à être patient, parce que c'est pas nous le chef, c'est toujours lui qui décide. Faut pas se dire qu'on va commencer la journée et que ça va bien se passer. Si on dit ça, alors là, c'est sûr que ça va pas. C'est travailler avec l'âme du chocolat quelque part. C'est lui qui est le maître, c'est pas nous. C'est lui qui décide. Et ça a toujours été. Alors là, je remonte. Alors l'eau est vraiment l'ennemi numéro 1 du chocolat. Ne mettez jamais d'eau dans le chocolat. Pourquoi? Parce que de l'état liquide, il va se transformer en bloc et vous ne pourrez plus rien faire avec. De même pour un micro-ondes. Moi je trouve aberrant de réchauffer ou de faire fondre du chocolat au micro-ondes et soi-disant avec de l'eau à côté. Pourquoi? Je me demande bien savoir. Alors que la vapeur va s'infiltrer dans le chocolat et elle va le rendre vraiment, pour moi, hors d'état. Donc là, on est vraiment dans la partie technique voilà. Du travail de l'âme du chocolat. Alors quand je fais des ateliers chocolat, je dis toujours, quand c'est réussi, eh bien, c'est la chance du débutant. Donc si on réussit du premier coup, c'est la chance du débutant, c'est ça? Ouais, souvent c'est bien réussi, franchement. J'ai fait plusieurs ateliers. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pas réussi à démouler, c'était au moment de Pâques. On a fait des œufs de Pâques. Et franchement, l'œuf, pas moyen de réussir à le démouler. J'ai beau faire ce que je voulais. Bah non, j'ai dû le faire fondre, puis c'est tout. C'était le seul moyen de récupérer l'œuf dans le moulage. Ouais, alors pour faire des moulages, j'utilise des moules en polycarbonate, adaptés pour le chocolat. Pas en silicone, pourquoi? Parce que en fait, ça en fait un chocolat qui est pas brillant, on ne sait pas vraiment s'il a été bien moulé. Il faut vraiment, je trouve que le chocolat il est vraiment pas beau et pas cassant. Il est pas cassant. Le chocolat quand il est bien fait, il devient cassant. Et en hiver, à la rigueur, quand il est bien fait, quand on a mis ses premières couches, on le sent crier un peu. Ça bouge, il chante en fait. Alors là, j'ai un moule qui est sorti de l'étube. Bon, il est trop chaud, forcément. Alors le moule, pour tester sa température, il faut que quand on le met, on veut mettre le chocolat dessus, il ne faut pas qu'il soit trop chaud ni trop froid. Quand on le met au niveau de la lèvre, il ne doit pas avoir cette sensation de trop chaud. Et là, il est à 31,9, donc c'est bon, je démarre. Je prends le pinceau.
et je l'étale. Alors à tous les gourmands qui nous regardent, hein. C'est tout simple, on n'est pas obligé de remplir le moule. Franchement, c'est... Voilà. J'avoue, ça sent très bon. Hein. Ceux qui sont de l'autre côté de la vidéo ne le sentent pas, quoique peut-être. Mais j'avoue, ça sent très bon. Et il faut aller très vite. Hein. Alors, généralement, comme on a cette température à 31,4, ça va, c'est bien. Mais des fois... Le maintien de cette température reste combien de temps à peu près? Bah, si on arrive à faire 6 moulages, d'un coup, c'est bon. Donc là, c'est le premier. Ouais. On va pas interrompre. C'est une cadence voilà. nécessaire. Et donc là, je l'ai mis au... Je vais le mettre au froid. Alors ici, on a un climatiseur, ici. Oui, qui fait peut-être du bruit parasite. Malheureusement, on ne peut pas effacer les bruits on en a besoin nécessaires. Parce voilà. qu'il va souffler un air froid sur le moulage. Alors là, on est encore de nouveau à 31. Pour moi, c'est limite. Voilà, parce qu'on est déjà en dessous. Ouais, c'est descendu à 36. 30,5. Ouais. 30,7, 30,9, 31, 31,2. On y arrive. C'est vraiment, c'est très pointu. C'est millimétré, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on oublie quand on consomme un chocolat, on va dire industriel, ouais. Que derrière il y a un réel travail dans l'artisanat. Ah oui. Parce que quand on a du travail, rien que ça, bon, j'ai 24 moulages de ce type-là. Si je veux faire 2 couches, ça me prend du temps. Ça prend du temps. Et le même rituel qui se reproduit. Voilà, on a mal au poignet. Ah oui, on va incriminer les allergies, les intolérances, mais en fait, non, c'est toute la manutention qui est derrière. Beaucoup de manutention. Alors quand je suis assise, bon là j'ai ma chaise qui est là-bas. Quand je fais des moulages, je m'assois, mais je ne peux pas toujours rester assise. Oui, parce que là, ça nécessite quand même d'être active, d'être présent dans ce qu'on fait. On a un peu de temps. Je vais arrêter. Donc là, tout est au pinceau. Hein. Voilà. Donc, en tant que particulier, à la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est mettre... Bon, s'il fait du soleil, c'est parfait. Hein. On met les moules au soleil. Ça chauffe. Si vous avez un radiateur en plein hiver, ben, vous passez le moule sur le radiateur. Et puis, donc, comme ça, il arrive à la bonne température. Mais il ne faut jamais que le moule soit trop froid parce que ça ne va pas aller. Ça fait un choc. Le chocolat il est à 31, 32 et puis vous le mettez à une température de 15. C'est pas possible. Ça fait un choc. Choc thermique. Voilà. Du coup, ça marche pas. Ça va faire un chocolat qui va, au moment du démoulage, si vous y arrivez, ben, ça va faire des taches blanches. Ça va pas faire un beau chocolat. Ça peut faire aussi un chocolat mat qui sera pas brillant. Et du coup, ben voilà. Alors même si j'ai un petit trou là, je vais pas continuer à aller chercher. Je fais le nécessaire la deuxième couche. Parce que si j'applique mon chocolat dessus, il peut y avoir un effet choc de température. Donc je préfère le laisser tel qu'il est et revoir ça après. Et il y a combien de couches? Là, on a mis une couche. Non, mais après, comme vous avez dit, il y a une deuxième couche. Ça sera la deuxième couche. La deuxième couche, ce sera la finalisation du moulage. D'accord. Parce que si je le fais d'un coup, eh bien, c'est pareil, il va mettre très longtemps à refroidir. Et ça peut provoquer un problème. Il peut être très bien, ne pas être bien. J'ai déjà essayé, et je dis, bon, bah tant pis, on reste au pinceau, et on fait comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Je vais mettre maintenant ici, ce qu'on appelle une praline. Bon, là-dedans, moi, je fais mon Malticoa. Le Malticoa. Ouais. Le Malticoa, c'est un chocolat antioxydant que je fabrique avec de la purée de noisette et du cacao à l'état pur. Ben, celui que je prends tous les matins au déjeuner, c'est-à-dire il est cru, il est bio, équitable. Combien de pourcentage? C'est du cacao pur. Alors,
C'est le 100%, cacao. c'est quoi? Le cacao, c'est le cacao. Bon, quand vous avez une fève de cacao, vous l'écrasez. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous en avez une dizaine. D'accord? Vous avez une dizaine de fèves de cacao, vous les écrasez. À froid, sous une meule ou n'importe quoi. Il va se passer une chose. Il va se créer à un endroit, vous allez avoir de l'huile qui va couler. D'accord? Ça, c'est l'huile qui va couler de la fève de cacao, c'est le beurre de cacao. Et ce qui reste à côté, c'est le cacao. Parce que souvent, on nous demande la différence, on se pose la question, et moi, on m'a posé la question. Tu vas faire une interview dans une chocolaterie? Déjà, j'avoue, il y a eu beaucoup de demandes pour m'accompagner. Hein. Et merci à Mathieu de m'avoir accompagné, de tenir un petit peu la caméra aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes de me dire, tu vois, c'est le côté un petit peu gourmandise. Et je les comprends, j'aurais fait pareil. Hein. Côté un petit peu curiosité. Et puis la deuxième question, c'était quel est le pourcentage de cacao utilisé dans un chocolat? Alors, vous avez différents types de chocolat. Alors, on a un chocolat 70% cacao. Donc là, il y a 70% cacao. Pour moi, c'est le cacao. C'est ce qu'on appelle, moi, vous pressez une orange, il y a de la pulpe d'un côté et le jus de l'autre. On va dire que c'est la pulpe, on va dire, de ce qui reste de la fève une fois qu'il a été écrasé. Après, pour faire le 70, on rajoute du beurre de cacao. On va faire plus, on va rajouter du sucre, éventuellement, ou autre chose, si on veut, ou rien du tout, ou très peu. Et c'est ça qui va faire le pourcentage. Si on veut faire du chocolat au lait, par exemple, un chocolat à 54% de cacao, souvent c'est comme ça. Ou même des fois moins. Parce qu'on a en chocolat noir, on a du 70, du 54. Mais bon, en chocolat au lait, je dirais plutôt 34% de cacao. Tout le reste, après, c'est du lait, du beurre de cacao et du sucre. C'est là le pourcentage du cacao. Et pour les intolérants, justement, aux fruits à coque? Alors, fruits à coque, moi, ce que je suggère, dans ces cas-là, soit des plaques de chocolat ou un sujet extra plat là-dedans. Ou alors, si c'est un fruit à coque, parce que moi, dans le fourrage, je n'ai pas... comme je ne mets pas de crème, je ne mets pas du tout ça. Les seuls produits que j'ai pu trouver pour faire des fourrages et qui soient quand même compatibles pour pouvoir le manger, sans que ce soit trop dur sous la dent, c'est la purée de noisettes d'amande. Je ne peux pas faire autrement. Mais quelqu'un qui a des intolérances, la première des choses que je fais, que je leur demande, c'est que ce soit un sujet plat, comme je viens de faire, avec différentes formes. On a les feuilles, on a les éléphants, on a un tas de choses qu'on peut faire. Ou alors une plaque de chocolat brut. Et là, éventuellement, je peux lui mettre du riz soufflé ou quelque chose qui ne soit pas allergique. Et là, ça, c'est vraiment à la demande. C'est à la commande. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Et dans la mesure où vous savez un petit peu ce qu'est une intolérance ou une allergie, c'est plus facile aussi de trouver la solution. Attention, quand je démarre une production, je vais démarrer par exemple par un chocolat bio. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vanille. Et ce sera le noir, forcément. Donc il n'y aura aucun problème avec un chocolat diabétique où il va y avoir dedans bien entendu de la vanille. Donc c'est pour ça que je fais toujours attention. On va revenir un petit peu à l'association Mieux vivre par la gastronomie. Oui. Donc c'est un très bel intitulé, hein, comme on l'a vu dès le début. C'est que l'alimentation, surtout quand il s'agit de gourmandises, telles que le chocolat, ou même la pâtisserie bien sûr, c'est très vite pointé du doigt, mis de côté. Donc au cours des dernières décennies, on a vu toute une discrimination sur certains aliments. Ouais. On mange plus de gras, on mange plus de sucre, on mange plus de sel, on mange plus de viande, on mange des produits transformés. Oui. Pas moi. J'ai bien compris, ça serait dangereux même. Donc c'est ça, c'est rappeler la possibilité de manger et d'être en bonne santé finalement. De manger des produits savoureux. Ah oui, ça c'était plus dur, hein, franchement. Parce que du jour au lendemain, quand on apprend qu'on a une allergie, il y a une bonne trentaine d'années,
n'était pas très aidée. Et encore, je ne sais pas encore actuellement comment c'est maintenant. J'ai été 8 jours, je ne savais pas quoi manger. Je mangeais du riz, des pâtes, des pommes de terre, je savais plus quoi. J'étais complètement... j'avais plus trop le moral. Puis on se sent aussi coupé. Oui, on est mal compris. Même un médecin ne me comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'une allergie à la vanille ou à l'orange il n'y croyait pas. Parce que quand j'étais malade, il m'avait donné un médicament à base, un truc tout bête, rhinoflumicil. Forcément, c'était aromatisé à l'orange. C'était aromatisé, c'était pas forcément de l'orange. Pour lui, peut-être qu'il se dit, bah c'est... Eh ben non. Mais heureusement, j'avais un homéopathe, il me dit, stop, mais pour guérir une bronchite. Et j'ai dû arrêter. Ou même un autre médicament tout simple. Avant, il n'était pas transformé. J'ai eu un gros problème parce que mon mari m'a acheté le même produit que je prenais il y a 10 ans. Mais celui-ci, il a été transformé. Ils ont rajouté de l'orange dedans. Et c'était pas écrit. Il fallu aller sur le guidage pour le voir. Et même sur la boîte, dans l'emballage, c'était pas écrit. Donc il faut aller s'amuser à regarder les notices pour savoir si j'ai le droit vraiment de prendre ce médicament. Enfin, voilà, non prescrit par le médecin, mais qu'on pouvait trouver à la pharmacie tranquille. Donc voilà, ça c'est vraiment des gros soucis pour soigner. Genre, quand je suis malade, j'en ai peur. Parce que pour soigner, c'est dur. Voilà, c'est un gros souci. Après, il y a aussi le Graticoa que j'ai fait. Justement, pour ceux qui étaient allergiques à la vanille, qui ne pouvaient pas en avoir. Parce que celui-ci que vous avez mangé, c'est un chocolat adapté pour les diabétiques. Donc je dis, il n'y a pas de raison qu'un diabétique a le droit d'en manger et que quelqu'un qui est allergique à la vanille ne puisse pas en manger. Oui, l'idée c'est de partir d'une base et de pouvoir s'en servir finalement pour ouvrir le panel du produit proposé. Voilà. Donc la base c'est le chocolat diabétique. Oui. Donc on peut dire que tous les chocolats que vous proposez, que vous avez conceptualisés, sont à la base, voilà, un diabétique peut tout consommer. Oui. Voilà, c'est important. Il n'y a pas que la gamme diabétique et une gamme d'autres. C'est la base de la conception. Et d'ailleurs, comme je le dis, souvent, le diabétique a plus de chance que moi. Oui, parce qu'il y a moins d'intolérance. Il mange tout ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Pourquoi je l'ai mis là? Si je l'avais mis au soleil aussi, c'est très très mauvais. Hein. Voilà, donc moi je sais que là, il est bien fait parce qu'il n'y a pas de taches. Il aurait été mal fait, il y aurait eu des taches. Température maximum, le chocolat est foutu. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le chocolat peut prendre un goût de cramé 42, si 41. Vous le mettez au bain-marie et qu'il n'y a plus d'eau dans la casserole et ça sent le cramé, il est plus bon. Et là, c'est sur la température, par exemple, là, vous, quand vous atteignez 38, si vous le laissez à 50, 52, il ne prend pas un goût à un moment donné, même au bain-marie? Non, parce qu'il est quand même au bain-marie. Et puis bon, il faut vraiment faire attention, mais il ne s'altère pas. D'accord. C'est pas recommandé. Et la durée de conservation d'un chocolat, comme tu le sais, parce que je suppose qu'il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de conservateur. En fait, le chocolat se conserve très bien à des températures à l'abri de l'humidité. Moi, ce que j'aime bien, c'est le conserver dans une cave à vin. Parce qu'il n'y a pas d'humidité, la température elle est constante, c'est parfait. Donc 3 mois, c'est très bien. Pour moi, mais bon, c'est rare qu'il reste 3 mois dans ma cave à vin ici. Mais ma fille, mon fils, vivaient chez moi. Donc, bien entendu, ils étaient toujours avec les odeurs de cacao. Hein. Et elle savait me dire quand est-ce qu'il avait été fait. Elle savait me dire s'il avait 3 semaines, 8 jours ou une journée. À l'odeur. Au goût. Au goût. Parce que le chocolat, il change dans le temps. Voilà. Mais bon, à 18 degrés, il reste parfait. Mais... Et lorsque parfois une couche blanche arrive sur le chocolat, un chocolat noir, voilà, vous avez déjà vu ça? Voilà, c'est le chocolat qui a pris un coup de chaud? Est-ce que c'est un chocolat altéré? Et c'est pareil, est-ce qu'on conserve le chocolat au frigo? Parce qu'on voit des personnes qui mettent le chocolat au frigo. Alors le chocolat est une véritable éponge. Surtout ne jamais mettre un chocolat dans le frigo. Il va absorber tout. Les odeurs. Si vous avez un maroilles qui sent très fort, vous avez des plats cuisinés, même à travers la boîte de chocolat, il va le sentir. Il va le ressentir. Et quand vous allez le manger, bon, un truc tout bête.
Au début, j'avais quelqu'un qui dit « Oh, j'aimerais bien avoir un chocolat à la menthe. » Je dis « Ok, très bien, je vais te faire un chocolat à la menthe. » Il y avait d'autres bouchées à côté. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres chocolats, ils avaient le goût de menthe. Donc, un chocolat n'est pas imperméable aux odeurs. Donc, forcément, si vous voulez faire chocolat à la menthe, mettez-le pas avec d'autres. Hein. Parce que c'est trop puissant. C'est quand même une éponge. Même s'il se conserve bien, il vaut mieux éviter ce genre de croisement. Et donc cette altération de ce couche blanche. Alors justement, cette couche blanche peut arriver si le chocolat il a surchauffé, s'il a traîné longtemps, il y a le beurre de cacao qui remonte. D'accord? S'il a vraiment trop chauffé. Maintenant, il peut avoir cette couche blanche qui a tendance à donner une impression de moisi. Ça peut le faire. Pourquoi? Vous avez mis votre chocolat dans le frigo. Vous êtes content, vous voulez offrir la boîte à vos amis, une bouchée. Et puis, vous le remettez après dans le frigo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gros problème. C'est-à-dire que le chocolat, il va y avoir, c'est comme quand vous allez vous porter des lunettes. Il fait froid dehors, vous rentrez dans un magasin, qu'est-ce qui se passe? La condensation. Vous avez de la buée sur vos lunettes, vous ne voyez plus rien. Le chocolat, lui, c'est le même système. Donc, il va rester dans le frigo avec sa buée, la buée, la condensation qu'il a eue du fait qu'il a été du chaud vers le froid. Et si vous le ressortez, il peut y avoir de la moisissure qui peut se mettre. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans un laboratoire et je sais très bien, le sucre et les champignons, ils sont copains tous les deux. Donc, forcément, il peut y avoir de la moisissure. Donc c'est important de garder quand même certaines rigueurs quand on consomme ou quand on utilise du chocolat. Et dans ce que j'entends, c'est l'âme du chocolat derrière tout ça. L'âme qui fait éponge, l'âme du chocolat. Le chocolat, il est vivant. Il est vivant, il est toujours vivant. C'est un aliment vivant. Ouais. Et puis, on vous fait monter la température du chocolat, du bain-marie. Heureusement, ça redescend quand même assez rapidement. Mais en tout cas, merci pour toutes ces belles informations, cette belle transmission aussi, parce qu'on sent le plaisir de transmettre derrière tout ça. Oui. Alors, une petite info quand même à dire, c'est que cette année, le chocolat a pris une grosse augmentation. Vous avez dû en entendre parler dans les journaux, dans des reportages, peut-être à la télévision. Et c'est très 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 dur pour moi, parce que 10 € du kilo, et même plus certainement, pour d'autres chocolats, parce que le lait est quand même un peu plus cher que le noir, et bien donc moi c'est pas 10 € d'augmentation, mais plus que ça. Et j'ai l'âge, normalement, de prendre ma retraite. Donc s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour reprendre le flambeau, moi j'avais pensé une abbaye ou quelque chose de ce genre. Je veux bien lui transmettre mon savoir. Et autrement, en attendant, le stock de chocolat que j'ai, je termine mon stock. Et après, je garderai l'association. Mais une chose aussi très importante, je ferai des tutos et je permettrai donc comme cela aux personnes de savoir comment faire leur chocolat. Je serai toujours à leur disposition pour leur donner des conseils, et si c'est pas trop loin du lot, ou tout au moins pas loin de chez moi, je pourrai toujours me déplacer pour les aider, ça ne me dérange pas du tout. Et aussi, avec tout cela, les matières premières seront toujours à leur disposition, parce que j'aurai toujours un stock pour leur permettre d'acheter des matières premières de qualité. Et éventuellement, si des associations, des centres sociaux, des EHPAD, je serai toujours là aussi pour eux, pour leur faire un atelier chocolat. Parce que j'aime ce métier, mais voilà, je crois que malheureusement, cette belle aventure qui a duré maintenant plus de 20 ans, parce que j'ai démarré en 2003, sera obligée de s'arrêter. Mais aussi, je propose aussi une chose, c'est que ici, à l'atelier, il y aura toujours possibilité de venir passer 8 jours, profiter de cette belle nature. Si vous êtes peintre, pourquoi pas faire un magnifique tableau, parce que rien qu'en sortant, on voit un magnifique paysage.
Et aussi, ben, pourquoi pas faire de chocolat ensemble. On sera toujours dispo, je serai toujours dispo, j'aurai mon matériel. Et on le fera de manière à ce qu'un particulier puisse le faire chez vous, avec votre propre matériel et tous les conseils que vous voudrez. Voilà comment ça va se terminer. Je ne sais pas quand, ce sera peut-être pour Noël 2025, je ne sais pas. Mais voilà, il faut que je passe à autre chose. Mais je resterai toujours en association et je serai toujours là pour vous. Voilà. Alors ça, ce qui se sent là juste à côté, en étant là à quelques centimètres de vous, c'est toute cette émotion quand vous exprimez tout ça. Et ce qui est à noter, encore une fois, c'est ce que vous proposez dans cette transmission, c'est des années de créativité, des années de réflexion. Oui. Sur des chocolats adaptés aux problématiques rencontrées dans l'alimentaire, d'allergie et d'intolérance. Toute une gamme de chocolats que vous avez vous-même développé, conçu, créé. Oui, parce qu'on a le Chocobel aussi, mon chocolat que j'ai créé pour moi. Il y a aussi une autre personne aussi qui le mange. D'ailleurs, Yvette, si tu écoutes, ben voilà, je te fais un petit coucou. Voilà. Et ça c'est important. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par un atelier, par une transmission, n'hésitez pas à contacter Isabelle. Tous les liens seront mis en barre de description sous la vidéo, les liens vers l'association. Et vous pourrez en apprendre davantage, ne serait-ce qu'en prenant contact avec Isabelle. Déjà, vous avez pris du temps pour nous partager toute votre passion, toute cette initiative qui est une vraie genèse de vie. Ah oui, c'est une vie. c'est une genèse. Ça, du début à la fin, il n'y a pas de fin. Je dirais même qu'il n'y a pas de fin. Parce que même quand vous allez, à un moment donné, être dans la démarche, malheureusement, de passer ce flambeau, ce n'est pas une fin, ce sera une continuité vers un nouveau créateur aussi. Bien sûr. Qui va s'adapter. C'est un peu du compagnonnage, finalement, ce que vous proposez. Ben, j'aimerais bien, oui, faire quelque chose comme ça qui puisse vraiment continuer, parce que ce sont malheureusement pas mes enfants qui peuvent reprendre le flambeau. Ils ont chacun leur métier, leur vie de famille. Voilà, pour l'instant, c'est... Voilà, donc j'ai personne pour l'instant pour le reprendre. J'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y atteler, mais c'est une idée qui germe depuis une bonne quinzaine d'années dans ma tête, de toute manière. Mais encore une fois, si vous êtes passionné, intéressé, curieux, même pas forcément intolérant ni diabétique, c'est pas ça l'idée. Oui. C'est si vous avez le goût du partage, le goût de la qualité, le goût du chocolat, parce que ça c'est quand même important aussi. N'hésitez pas à prendre contact avec Isabelle et son magnifique savoir-faire. Merci infiniment. On va vous laisser continuer encore tout ce que vous avez à faire, parce qu'à force de... démoulage. Oh, peut-être une autre fois, je pense. Et merci infiniment, Isabelle. Merci à Mathieu pour la mise en service de la vidéo. Merci à tous. D'accord. Belle continuation. Oui. Ben, j'aurais voulu vous faire voir un peu tous les chocolats que j'ai terminés hier. Alors, on va faire une petite parenthèse de plus. C'est du rap. C'est le bonus. Voilà, donc ici, on a fait les chocolats. Donc, qui font partie d'une série. Donc on a des papillons avec du riz soufflé. Vous avez la figue dans cette petite fleur, la noix de coco, les barres avec un multi céréales. On a la noix de coco, amandes, noisettes, et qu'est-ce qu'il y a encore, noix de cajou. Et après, vous avez encore les fameuses cabos où je mets le cacao pur, cru à l'intérieur. Avec la brosse parce qu'on est dans le chocolat. J'ai pas mes règles, mais ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Voilà, un bel cabos. Alors, à l'intérieur, vous avez le cacao. Et goûtez-le. Je vais le manger aussi. Parce que Si là, vous pouvez le manger. Oui, le chocolat à l'intérieur.
avec le cacao. Au revoir à tous. Au revoir et merci de nous avoir regardés. Et j'espère que vous avez été heureux de voir ce qu'on pouvait faire avec pas vraiment trop de matériel. Voilà. Au revoir à tous. N'hésitez pas à prendre des informations sur l'association Mieux Vivre par la gastronomie. Et pourquoi pas venir rendre visite à Isabelle pour un atelier, un échange, un partage et une bonne dégustation. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci, à très vite.